Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Margot raconte. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire. Cette histoire fait partie de la suite de la codépendance, une vraie histoire de Madame Diane Borgia. Plus précisément, c'est une histoire tirée dans son livre intitulé « Amour toxique de la codépendance à l'amour de soi ». Elle nous explique le développement de la codépendance, nouvelle approche du traitement de la codépendance, comment la vaincre et comment agir pour être heureux. Sans plus tarder, on écoute l'histoire. Je suis née dans une famille dysfonctionnelle et ma mère a porté 19 enfants dont seulement 11 ont survécu. Mon père était alcoolique et ma mère, qui l'a toujours aimé, disant de lui qu'il était malade probablement pour le protéger de nos jugements négatifs à son égard. De quelques souvenirs qui me restent de lui, il y a celui d'un homme souvent absent qui perdait ses emplois, l'un après l'autre, ce qui maintenait notre famille dans une grande pauvreté. Il a passé une bonne partie de sa vie en dehors du foyer, soit pour travailler, soit parce qu'il était hospitalisé pour de graves problèmes de santé physique et mentale. Et lorsqu'il était à la maison et qu'il était sous l'effet de l'alcool, il devenait agressif et souvent violent, à même jusqu'à frapper sa femme et ses enfants. Il m'apparaissait comme un homme très orgueilleux, égocentrique et autoritaire. J'ai souvent vu ma mère soucieuse, épuisée et malheureuse, mais elle ne cessait pas pour l'autant de tout faire pour ses enfants. Courageuse, affectueuse, dotée d'une grande foi en Dieu et déterminée à faire vivre sa famille malgré tout. Elle faisait preuve d'une grande imagination pour nous nourrir, nous vêtir et nous faire rire et nous protéger de la violence de notre père. Je n'aimais pas aller à l'école et je m'ennuyais ferme comme j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer et que j'étais très indisciplinée. J'étais souvent envoyée chez la mère supérieure qui ne manquait pas d'occasion de me donner des coups de strap. Mon père le faisait d'ailleurs lorsqu'il me punissait à la maison. Mon intégration à l'école n'a pas été facile parce que j'étais très différente des autres, avec mes cheveux rouges et carottes, mon visage plein de taches de rousseur, mes mauvaises manières, mes vêtements élimés et mes souliers de toile troués. J'étais souvent rejetée. Ma seule source de consolation à l'époque, c'était ma jumelle. À l'école, nous faisions souvent des mauvais coups ensemble et cela mettait un peu de piquant et d'intensité motivée dans nos vies, ce qui contribuait probablement à me soulager dans mes douleurs d'enfant. Je me sentais en manque d'amour et de reconnaissance pendant toutes mes années du primaire. J'ai pris des moyens un peu tordus pour tenter d'acheter l'amour de certaines petites copines de mon école et de quelques-uns de mes enseignants. Je suis venue à voler des confiseries à l'épicerie qui appartenaient à mon père pour les donner à des copines afin qu'elles m'apprécient, qu'elles m'aiment et qu'elles m'invitent à participer à leur jeu. Et pour que mes enseignants m'aiment, je restais après la classe pour faire le ménage, même si je détestais ça. Le dimanche après la messe, j'ai même ramassé des mégots de cigarettes sur le perron de l'église pour sœur Gertrude, qui disait qu'elle utilisait le tabac pour engraisser ses plantes. Jeune, je n'ai jamais eu une vraie amie autre que ma sœur, qui, avec le temps,
s'est détaché de moi pour se joindre à un groupe d'amis. Ma famille était très différente de celle des autres petites. Je ne disais mot à personne avec ce qui se passait chez moi. J'invitais très rarement des copines à la maison car je ne pouvais jamais prévoir si mon père y serait et quel serait son état. Irritable, enragé, fatigué, en état d'ébriété. Et parce qu'il était imprévisible et que je le craignais, je me tenais loin de lui. Lorsqu'il était absent de la maison, je vivais ces moments-là comme une véritable délivrance. Avec le temps, j'ai cessé complètement d'espérer qu'il m'aime et j'ai coupé tout lien affectif avec lui pendant de nombreuses années. Je l'ai détesté et je l'ai même haï profondément au point de ne plus vouloir lui parler, d'éviter le plus possible de me trouver en sa présence et même de désirer qu'il meure. Et oui, je voudrais qu'il meure pour que l'on soit débarrassé de lui, car il était selon moi la cause principale de souffrance et de malheur de ma famille. J'avais près de 16 ans lorsqu'il était décédé. Au lieu de rester ou de ressentir de la peine, j'ai éprouvé une immense délivrance. Quelques semaines après son décès, ne mangeant et ne dormant presque plus, j'ai fait une dépression nerveuse. Et je me sentais infiniment coupable, me croyant responsable d'avoir provoqué prématurément sa mort par mes désirs de vengeance. Jeune adolescente et même à l'âge adulte, j'ai longtemps ajusté mes façons de faire et d'être en fonction des attentes des autres pour ne pas les faire souffrir ou encore pour les rendre heureux. Centrant ma vie sur les autres, prenant des décisions en fonction d'eux et dépensant beaucoup d'énergie pour les comprendre, les aider, les sauver. J'ai été dans l'incapacité de me connaître et de me définir en tant que personne. Ayant tellement manqué d'amour et d'attention de la part de mon père durant mon enfance, j'ai vécu beaucoup d'insécurité par rapport aux hommes, comme j'avais connu la violence et que je la craignais. J'ai souvent connu de la violence et je la craignais. J'ai souvent accepté de me soumettre à certaines situations par peur de la violence et aussi de peur d'être rejetée. Et tout ce que j'ai trouvé à faire pour me sentir mieux, c'est de tenter de manipuler les autres et de tout contrôler. Cela me sécurisait dans mes relations amicales et amoureuses et me donnait l'impression que je dirigeais ma vie comme je croyais. Aussi que mon malheur était dû au fait que nous n'étions pas assez riches. J'étais convaincue que pour être heureuse, je devrais trouver du travail et quitter le plus vite possible mon milieu familial. C'est ainsi qu'à l'âge de 17 ans, j'ai abandonné l'école pour me trouver du travail, ce qui m'a permis d'aider ma mère financièrement jusqu'au jour où j'ai quitté le domicile familial pour me marier. Je croyais que tout ce qui me manquait pour être heureuse, c'était un petit appartement de meubles neufs. J'en avais assez de vieilleries et pour bien sûr y marier. Oui, ça me manquait Marie. Et oui, ça me prenait Marie. Parce que à cette époque, il n'était pas question que je quitte la maison pour aller vivre seule, même si cela avait été possible. Le peu de confiance que j'avais à moi m'en aurait empêché. J'avais donc besoin d'un homme pour sentir que j'étais quelqu'un
ou pour trouver du bonheur. Mon premier époux était un homme plutôt timide et introverti. Grâce à ma grande capacité de convaincre les autres que je pouvais les rendre heureux, et nous nous sommes mariés moins de 2 ans après notre première rencontre. Je pensais qu'aux yeux de ma famille et de mes amis, nous représentions le couple parfait, mais dans la réalité, ça n'allait pas si bien que ça. Issu, lui aussi, d'une famille dysfonctionnaire, mon mari avait hérité de certains problèmes de comportement. Je crois que nous étions 2 êtres malheureux, mais je persistais à croire qu'un jour, je finirais par le rendre heureux et que ce jour-là, moi aussi, je serais heureuse. Quelle illusion! Comme je désirais avoir des enfants plus que toute autre chose au monde, mon fils est né moins de 2 ans après notre mariage et ma fille quelques années plus tard, évidemment. Ma vie de couple et les responsabilités qui s'accumulaient me faisaient ressentir encore plus d'émotions désagréables. J'étais souvent envahie par la peur, la culpabilité, la honte. Je me sentais dévalorisée et souvent en colère et mes tentatives de contrôle ne réussissaient pas toujours à me soulager. Pour éviter que la souffrance m'envahisse et pour combler le vide intérieur que je ressentais, il fallait que je bouge, que je m'occupe. Je m'étourdissais de façon compulsive, prenant en charge la famille et la maison. Je me suis épuisée physiquement, mentalement et émotionnellement. Après près de 8 ans de ce régime, mon mariage s'est soldé par un divorce. Je n'étais pas encore divorcée, que déjà je cherchais un autre homme pour combler mon vide intérieur. Ayant tout fait pour l'autre dans ma première relation, je cherchais ensuite un homme sûr de lui, sur qui je pourrais compter, un homme qui pourrait me prendre en charge, me protéger, même me valoriser en tant que femme et me rendre heureuse. Je n'ai pas mis longtemps à faire la connaissance d'un bel homme, mais un vrai homme avec un grand H, comme je le croyais. À cette époque, ce fut un coup de foudre, l'extase, le feu d'artifice. Je le croyais fort autonome et responsable. Très vite, il est devenu le centre de mon univers. C'était euphorique. C'est ainsi qu'après seulement quelques mois de fréquentation, j'ai quitté mon emploi. J'ai changé la vie de ville et j'ai aménagé avec lui, amenant avec moi mes 2 enfants. Cette euphorie n'a pas duré très vite. La réalité m'a rattrapé, moi, qui avait cru pouvoir m'appuyer sur un homme solide. Je constatais au fur des mois que l'aurore était inversée et que c'était lui qui s'appuyait sur moi et qui s'attendait à ce que je satisfasse tous ses besoins et que je règle ses difficultés et ses problèmes. Avec le temps, ses besoins d'alcool se sont accrus, ses colères et ses gestes violents se sont multipliés. Il m'a critiqué, m'a blâmé, m'a méprisé à plusieurs reprises sous l'effet de l'alcool. Il a perdu la tête et m'a frappé, battu, traîné par les cheveux. Et je n'ai pas tardé à m'apercevoir que je revivais avec lui des expériences similaires à celles que m'avait fait subir mon père alcoolique. Pourquoi endurer cela? Pourquoi rester là avec lui? En grande partie, parce que j'avais peur de l'échec, peur de me retrouver seule, peur de vide intérieur, peur de manque d'argent, perdre de l'opinion des membres de famille, peur de perdre la face
et de me faire critiquer. À moindre espoir de changement manifesté par ses pleurs et ses promesses, il a cessé à me convaincre de ne pas le quitter. J'espérais toujours qu'il changerait et que nous finirions pour être heureux. Un jour, j'ai atteint le bas-fond, épuisée, épuisante, maîtrise, démolie et très malheureuse. Je pensais que j'étais devenue folle. Moi, qui avais toujours été forte et capable de régler des difficultés, j'avais épuisé tous mes moyens, toutes mes ressources que je connaissais. Et je cherchais désespérément une façon de m'en sortir. Complètement découragée, je ne voyais plus de lumière au bout du tunnel. Constatant mon impuissance à l'arrêter de boire et me croyant incapable de vivre sans lui, j'ai pensé à me suicider pour faire cesser ma souffrance. Quelques jours plus tard, je m'en suis présentée à une première rencontre à Al-Anou. Avec le temps, j'ai réalisé que je n'étais ni responsable ni coupable de l'alcoolisme de mon conjoint. C'était son problème et non le mien. J'ai décidé de me prendre en main, de m'occuper de moi et de mes enfants, si longtemps négligés en raison de ma codépendance. Petit à petit, j'ai accepté que ma santé mentale, émotionnelle et physique devienne ma principale préoccupation. Il m'a paru évident que même au risque de me retrouver dans une situation financière très précaire, je vais rompre cette relation destructrice pour mon bien et pour celui de mes enfants. Je venais de faire un grand pas vers l'autonomie. J'avais cru que mon bonheur dépendait des autres et de la sécurité matérielle et financière. Je me suis alors rappelé que durant toute mon enfance, ma famille et moi avions vécu dans la pauvreté et la souffrance, alors que mes petites copines et mes nantis semblaient plus heureuses que moi. J'ai constaté que la période où j'avais été le plus à l'aise financièrement correspondait à celle où j'avais été la plus malheureuse de toute ma vie. Le jour où j'ai quitté mon conjoint, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, mon commerce et mon emploi. J'ai même dû déclarer faillite. Je me suis donc retrouvée avec mes 2 enfants dans un appartement loué sans travail avec très peu d'argent. Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'étais comblée parce que pour la première fois de toute ma vie, je me sentais en sécurité, calme et sereine. Pendant les mois qui ont suivi cette rupture, j'ai cherché à mieux me connaître, me comprendre et me prendre en charge grâce à certaines lectures dans des livres cédés soi-même du docteur Auger Lucien. J'ai appris à connaître le mode de fonctionnement des êtres humains et à mettre en pratique des outils qui m'ont grandement aidé à développer mon bien-être émotionnel. J'ai réalisé que j'avais des problèmes émotifs qui m'ont amené à adopter des comportements névrotiques et inappropriés. Me connaissant mieux et ayant développé de nouvelles capacités pour être le plus heureuse, j'ai appris et acquis une énergie nouvelle et j'ai alors décidé de retourner aux études pour me réorienter professionnellement en quelques années. J'ai terminé mes études secondaires, mes cours au collégial et un baccalauréat en criminologie. Mes études universitaires terminées,
J'ai alors suivi une formation en psychothérapie dans l'approche émotivo-rationnelle dont traite le livre du docteur Auger. Mes études, mes nombreuses lectures, mes échanges avec certains professionnels et mes amis m'ont aidé à mon rétablissement personnel. J'ai appris à mettre des mots sur mes souffrances, mes attitudes et mes comportements. J'ai compris que je souffrais de codépendance et j'ai trouvé des moyens de la vaincre. 5 années m'ont été nécessaires pour arriver à apprendre et à gérer mes émotions, à être bien avec moi-même et à avoir un meilleur contrôle dans ma vie. Aujourd'hui, je remercie le ciel de ce qui m'est arrivé. Je crois que si je n'avais pas touché le fond, je serais sûrement encore en train de chercher quelqu'un ou quelque chose qui pourrait me rendre heureuse. Je serais encore aux prises avec mes nombreuses dépendances. J'ai eu de la chance de me prendre en charge assez tôt dans la vie. Je crois que cela a pu être à éviter à mes enfants d'être traumatiques. Voir-les aujourd'hui, je pense qu'ils sont heureux, même si je n'ai pas pu leur donner un foyer équilibré durant les premières années de la vie. Je les crois beaucoup plus autonomes et plus sains. Il y a maintenant près de 20 ans que j'en partage ma vie avec mon deuxième mari. Je crois qu'il est possible de vivre heureux à deux. Pour y parvenir, chacun doit être en mesure de créer son propre bonheur. Chaque jour, j'expérimente le plaisir de vivre à deux. Je sais que je ne peux pas m'attendre à ce que l'autre fasse mon bonheur. Et j'ai appris à être autonome et à répondre en grande partie à mes propres désirs. Je n'essaie pas à changer l'autre. Je tentais de l'accepter tel qu'il est et d'en faire autant pour moi-même. Car j'ai compris et admis que nous sommes tous des êtres humains, faillibles et imparfaits. Le respect mutuel nous permet de nous accueillir dans nos différences et nos difficultés. Pour cela, il faut mettre un frein à nos exigences qui minent les relations amoureuses. L'acceptation, la compréhension et la compassion sont nécessaires pour maintenir une relation amoureuse saine. Après m'être affranchie de ma codépendance, ma mission m'est apparue évidente. Consacrer le reste de ma vie professionnelle à faire connaître la codépendance et aider mes semblables au mieux de mes capacités et de mes connaissances et avec tout le respect, la confiance et l'amour dont je suis capable. C'est alors que j'ai compris que je pouvais donner un sens à mes souffrances et à ma vie. En faisant ce témoignage, je souhaite bien humblement qu'une seule personne puisse se reconnaître et trouver le courage de se prendre en main pour se libérer de sa codépendance. Ainsi, mes souffrances n'auront pas été vaines. L'objectif n'est pas de résoudre un problème particulier, mais d'aider l'individu à se développer afin qu'il puisse faire face aux problèmes actuels et à des problèmes ultérieurs d'une façon appropriée. Car Roger. À tous et à celles qui sont désespérés, malheureux, maltraités et opprimés, une loi d'espoir est à votre portée. Si seulement vous acceptez de vous faire aider, n'essayez plus de trouver le succès magique pour changer.
celui ou ce que vous croyez être la trave du bonheur dans votre foyer. Est-ce que vous aurez accepté que c'est vous qui devez changer votre façon de vivre et de penser? Alors sûrement, vous retrouverez la paix du cœur et la tranquillité. Le message que je voudrais laisser à tous ceux qui, comme moi, de Soma, que nous avons hérité de notre enfance désabusée, c'est de ne jamais désespérer, car tous, nous pouvons travailler pour acquérir l'autonomie, la paix et la sérénité. C'est ce que je souhaitais en toute personne, en toute amitié. Et pour vaincre la codépendance, Arnaud Desjardins nous dit: le paradoxe ou la clé ou la trappe nigo, c'est que la formation de notre volonté est le profondément de notre esclavage, tandis que notre soumission est la condition de notre liberté. Chers auditeurs, merci d'être venus nombreux pour écouter l'histoire de Madame Diane Borgia. Mais pour mieux comprendre, lisez ce livre, Amour toxique de la codépendance, de l'amour de soi. Vous allez découvrir avec plus de détails comment éviter et vaincre la codépendance. Je vous remercie beaucoup et si vous avez aimé, vos commentaires sont d'une grande importance. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci et bonne journée à tous.